Lui, c'est ça, ou le clown cabriolant. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ce clown a absolument terrifié le monde entier, que ce soit la génération Y avec la version 1990, ou encore la génération Z avec sa version remasterisée de 2017. Ce personnage imaginé par Stephen King dans son roman a créé une terreur absolue des clowns chez les jeunes, alors que de base, un clown, c'est ça. Stephen King aurait eu l'idée du siècle en transformant un personnage comique aimé des enfants en une terreur vivante dans les égouts se nourrissant d'enfants. Eh bien pas vraiment. Le clown ça est directement inspiré d'une personne ayant vraiment existé, une personne ayant commis des atrocités, au point de faire la une des journaux même 40 ans plus tard. Voici l'histoire de celui que l'on appelle le clown tueur. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à remercier CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo. CyberGhostVPN vous permet de masquer votre adresse IP, mais surtout de chiffrer vos données et de rediriger tout votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhostVPN, vous devenez totalement invisible sur internet, tel un vrai fantôme. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming, comme le catalogue Netflix par exemple, Amazon Prime ou encore Disney+ des autres pays. Par exemple, vous voulez voir un film qui n'est pas disponible dans votre pays. Aucun souci, il y a CyberGhost. Pareil pour le sport. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhostVPN, par exemple vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses auto et moto en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur vos Smart TV et consoles. Vous avez besoin d'un seul abonnement pour sécuriser 7 appareils simultanément. C'est le choix parfait pour protéger toute la famille. CyberGhostVPN est recommandé par les plus grands noms de la tech et il bénéficie d'excellents avis utilisateurs. En cas de besoin, un service client français 24 h sur 24, 7 jours sur 7 est disponible pour vous. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, pas du tout. Avec notre super promo exclusive, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 € par mois. Si un jour on m'avait dit que ça coûterait moins cher qu'un ticket de bus, tu aurais pas cru une seule seconde. Et pour finir, CyberGhost, c'est 38 millions d'utilisateurs satisfaits, et bien sûr c'est garanti satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhostVPN. John Wayne Gacy, cet homme qui était politicien ayant côtoyé les plus grandes têtes du pays, homme d'affaires à succès ou encore clown pour les enfants malades à ses heures perdues, il cachait en fait un lourd secret, transformant l'image du clown joyeux en une véritable terreur. Mensonges, manipulations, meurtres ou encore réseau pédophile national, installez-vous confortablement et voici ce qui s'est passé. The snowfall is expected to continue through the night, so it's likely that the state of emergency will not be lifted before tomorrow. Nous sommes en décembre 1978, à Des Plaines, une petite ville dans l'Illinois. L'hiver était rude. Plus tôt dans l'année, les États-Unis avaient connu un blizzard sans précédent, qui avait causé 90 morts et des dégâts matériels estimés à plus de 470 millions de dollars actuels. Chaque année, l'hiver est très rude et de nombreux emplois étudiants sont en suspens. Robert Pist, un adolescent de 15 ans, travaillait à temps partiel dans une pharmacie du nom de Nissan Pharmacy. Il ne gagnait pas des masses, mais cela lui convenait tant qu'il n'avait pas à travailler dans le froid glacial. Le soir du 11 décembre 1978, Elizabeth Pist, sa mère, arrive à la pharmacie pour le récupérer. Elle ne voulait pas que son fils rentre à pied dans ce froid. Arrivé là-bas, Robert demande à sa mère de l'attendre, parce qu'un entrepreneur souhaite lui parler d'un job d'été, en dehors du magasin. Elisabeth s'assoit alors et l'attend patiemment. Robert enfile sa veste et quitte le magasin à 21 h, promettant à sa mère qu'il reviendrait dans quelques minutes. Le temps passe, mais Robert ne revient pas. Sa mère, qui s'impatiente, décide alors de sortir pour voir où est son fils. Mais il n'y a personne, ni son fils, ni l'entrepreneur. Elle décide alors de rentrer sans lui et demande à son patron s'il pouvait l'appeler s'il revient. Arrivée chez elle, elle est soudainement prise par une terrible inquiétude. Elle dit à son mari que quelque chose ne va pas, qu'elle ne le sentait pas. À 21 h 45, Elisabeth appelle Phil Torf, le gérant de la pharmacie. Elle lui demande s'il avait des nouvelles de Robert, mais rien du tout, il n'était pas revenu. Dites Phil, qui est ce fameux entrepreneur qui souhaite offrir un job à mon fils? Son nom c'est John Wayne Gacy, il a une société de rénovation. Il est venu à la pharmacie afin de proposer ses services, et c'est là qu'il a vu Robert. La famille Pist recherche alors le nom de Gacy dans l'annuaire, mais aucun résultat, comme si cette personne n'existait pas. Les heures passent et Robert n'est toujours pas là. Il n'a même pas pris le temps d'appeler pour prévenir sa famille d'un éventuel retard, ce qui n'était pas dans ses habitudes. À 23 h 30, la famille Pist décide de signaler la disparition auprès des policiers de Des Plaines. Ils continueront de le chercher toute la nuit, au cas où il se serait blessé accidentellement sur la route, mais aucune trace de Robert. Le lendemain matin, à 8 h 30, la police de Des Plaines ouvre le dossier de disparition, et l'enquête pouvait commencer. Le nom de John Wayne Gacy avait été signalé par la famille Pist, et ils savaient que c'était probablement la dernière personne à avoir vu Robert. Ils recherchent alors le nom dans l'annuaire, mais comme la famille Pist, ils ne trouvent aucun résultat. En réalité, le numéro de John Wayne Gacy est associé au nom de sa société, PDM Contractors, et après vérification auprès des services de police, ils réussissent à obtenir son adresse. Gacy habite au 8213 West Summerdale Avenue, dans la banlieue de Norwood Park à Chicago.
Joseph Kozenczak, lieutenant de police, décide d'enquêter en profondeur sur la disparition. Ils appellent le quartier général de la police de Chicago pour savoir si Gacy est connu des services de police. Et malheureusement, la réponse est affirmative. Gacy avait été condamné à 10 ans de prison en 1968, mais était sorti au bout de 18 mois pour bonne conduite. Les agents de Des Plaines ne pouvaient pas connaître la raison de son incarcération. Il fallait contacter les services de renseignement pour obtenir plus de détails sur cette condamnation. Les seules informations dont ils disposent est trouble à l'ordre public. Le lieutenant Joseph Kozenczak décide alors de se rendre chez Gacy afin de le confronter. Il prend 2 collègues à lui et se met en route. Arrivé chez lui, les policiers toquent et Gacy leur ouvre. C'est un homme d'une trentaine d'années, un peu rond, propre sur lui, bien habillé. Typiquement l'homme d'affaires américain. Gacy demande alors la raison de leur visite, et les policiers expliquent brièvement ce qui se passe. Il les invite alors à rentrer chez lui pour parler plus en détail de l'affaire. Les agents posent alors une question à Gacy. Avez-vous proposé un emploi à un jeune garçon du nom de Rob Pist? Non, je ne connais même pas ce garçon. Pourtant il était avec vous à Nissan Pharmacy, non? Ah, ça me revient. Oui, je l'ai déjà vu là-bas, mais je ne lui ai pas proposé de job. Joseph Kozenczak trouve l'histoire de Gacy bizarre. Pourquoi est-ce que Robert mentirait? Il lui demande alors de se présenter au commissariat afin de témoigner, vu que c'était l'une des dernières personnes à avoir vu Robert. Mais Gacy prétend ne pas pouvoir venir dans l'immédiat. Il avait perdu un de ses proches et il attendait des appels. Les policiers lui proposent alors de rester avec lui, qu'il réponde aux appels et ensuite qu'il les suive au commissariat. Mais Gacy, qui était jusque-là calme, se mit soudainement en colère, disant « N'avez-vous donc aucun respect pour les morts ?» Voyant Gacy en colère, les policiers ont décidé de le laisser tranquille. Ils vont alors lui dire de venir dès que possible. Le lieutenant Joseph Kozenczak trouvait l'histoire de Gacy très bizarre. Il est persuadé qu'il cache quelque chose. Mais quoi? Il décide alors de le faire surveiller et envoie quelques agents de police devant chez lui, afin de noter ses faits et gestes. Les agents se mettent alors dans une voiture banalisée et attendent proche de chez lui. Soudain, un homme sort de sa maison. Il entre dans la camionnette PDM Contractors et prend la route. Il signale alors au lieutenant Joseph Kozenczak que Gacy a quitté sa maison. Ils le suivent, mais remarquent rapidement qu'au volant ce n'est pas Gacy, mais un de ses employés. Gacy avait quitté sa maison entre-temps. Ils avaient perdu sa trace. La nuit tombe, mais il ne se présente toujours pas au commissariat. Il a fallu attendre 3 heures du matin afin de le voir arriver au commissariat. Il était couvert de boue. Ses vêtements, ses chaussures ou encore sa voiture étaient dans un état lamentable. À 3 heures du matin, l'officier Kozenczak n'était pas présent, et il ne pouvait donc pas prendre le témoignage de Gacy. Quelques agents vont alors lui dire de revenir le lendemain matin. Et c'est ce qu'il va faire. À 11h, il pointe le bout de son nez. Joseph Kozenczak et le procureur du comté de Cook, Terry Sullivan, demandent alors à Gacy s'il pouvait entrer dans sa maison, afin de fouiller, vu qu'il n'avait rien à se reprocher. Gacy refuse catégoriquement. Personne ne va mettre un pied chez lui. Joseph demande alors à ses collègues de le retenir le plus longtemps possible. Le but était de demander un mandat de perquisition, afin de fouiller la maison de Gacy. Il ne voulait pas le laisser se débarrasser d'éventuelles preuves. À 16h, Joseph Kozenczak demande les clés de la maison de Gacy, car il a obtenu un mandat de perquisition. Gacy avait comme l'air perplexe. Il ne s'y attendait pas, comme s'il cachait quelque chose. La police de Des Plaines se rend alors à son domicile et entre pour fouiller la maison au cas où Robert Pist serait retenu prisonnier. Sa maison était très énigmatique. La décoration était bizarre, il y avait des tableaux de clowns, des petites statuettes, et sa maison était très sombre. En fouillant, les policiers découvrent des objets suspects. Jouets pour adultes, chaînes, menottes, livres sur l'homosexualité, des permis de conduire, des cartes d'identité qui ne lui appartenaient pas, des bijoux trop petits pour lui, ou encore un reçu bancaire de développement photo, venant de Nissan Pharmacy. En poursuivant la fouille, les agents découvrent une trappe dans sa maison, menant à un vide sanitaire, mais rien de bien suspect. Au même moment, au commissariat, les agents de Des Plaines prennent le témoignage de Gacy, étant l'une des dernières personnes à avoir vu Robert Pist. Il explique aux policiers qu'il n'avait jamais parlé à Robert, mais qu'il l'avait simplement croisé à Nissan Pharmacy. Gacy se sent insulté. Comment un homme aussi riche, puissant, intelligent et doué que lui peut être lié à la disparition d'un adolescent de 15 ans? Il perd patience et dit aux policiers « Soit vous m'accusez de quelque chose, soit vous me laissez partir ». Les policiers, stressés par la situation, se retrouvent devant un gros problème. Robert Pist a disparu peu de temps après avoir parlé à un homme condamné quelques années auparavant à 10 ans d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public. Les actes répréhensibles justifiant une peine de 10 ans d'emprisonnement sont très rares, et cela pourrait être lié à une agression sexuelle. Cependant, sans preuve contre Gacy, les policiers n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir. Les agents de Des Plaines sont convaincus. Gacy cache un lourd secret, mais impossible pour eux de prouver une quelconque implication dans la disparition de Robert Pist. Joseph Kozenczak était à la tête de l'enquête. Il a rapidement formé une équipe pour découvrir ce que cachait Gacy. Ron Robinson faisait équipe avec Bob Schultz, enquêtant sur Gacy de midi à minuit, tandis que Dave Hackmeister et Mike Albrecht enquêtaient de minuit à midi. Gacy allait être surveillé 24 heures sur 24. Les enquêteurs étaient très discrets, avec pour objectif principal de ne pas être repérés. Mais il a fallu moins de 24 heures avant qu'ils ne se rendent compte qu'il était suivi. Les agents de Des Plaines cherchaient à exercer une pression psychologique sur Gacy, afin qu'il commette éventuellement des erreurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Gacy s'amusait grandement
physiquement. Il avait un rythme de travail effréné et avait des chantiers aux quatre coins de l'État. Il menait littéralement en bateau les agents, qui ne faisaient que rouler toute la journée. Gacy testait même le niveau de conduite des policiers. Il empruntait des petits chemins difficiles d'accès à grande vitesse. Les agents de Des Plaines le suivaient partout. Il partait mettre de l'essence, les agents aussi. Il partait boire un verre avec ses amis, les agents aussi. Il partait au restaurant, les agents aussi. La situation était vraiment lunaire. À force de passer du temps avec Gacy, ils se sont limite liés d'amitié. Il va même aller jusqu'à présenter les agents de police à ses amis, prétextant que c'était des gardes du corps ou bien que c'était des agents du FBI qui enquêtaient sur lui afin de démanteler un trafic de drogue. La situation l'amusait énormément. Bien que Gacy soit très puissant avec un carnet d'adresses long comme son bras, il ne cherche pas à user de ses contacts, afin que les agents arrêtent d'enquêter sur lui. Les enquêteurs n'avaient absolument rien contre lui. Il semblait blanc comme neige, malgré les objets retrouvés chez lui. Ils se sont alors retournés vers ses employés pour essayer de trouver quelque chose sur Gacy. La société PDM Contractors embauchait principalement de jeunes hommes, dont deux étaient particulièrement proches de Gacy, Michael Rossi et David Cram. Interrogés par la police de Des Plaines, ils révèlent des détails troublants sur Gacy. Plusieurs jeunes employés avaient mystérieusement disparu, après avoir travaillé pour lui. John Butkovich, employé de PDM, a disparu le 13 juillet 1975. Gregory Godzik, venu de Chicago, a disparu le 11 décembre 1976. Charles Atula a été retrouvé noyé dans une rivière de l'Illinois. John Zick, disparu le 20 janvier 1977, était étonnamment propriétaire de la même voiture que Michael Rossi, l'un des bras droits de Gacy. Michael expliquera aux policiers que John Zick avait vendu sa voiture à Gacy, car il avait besoin d'argent pour déménager en Californie. Gacy aurait accepté l'offre et ensuite vendu la voiture à Michael à un prix qu'il ne pouvait pas refuser, soit environ $300. Et maintenant Robert Pist, le 11 décembre 1978. Tous avaient un lien avec Gacy. Mais qui est cet homme ? John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à l'hôpital Edgewater à Chicago dans l'Illinois. Il a grandi au sein d'une famille de classe moyenne avec un père mécanicien ancien vétéran de la Première Guerre mondiale et d'une mère femme au foyer. Pendant son enfance, Gacy était assez proche de sa mère et de ses deux sœurs, mais il entretenait une relation tendue avec son père, homme alcoolique, violent tant physiquement que verbalement. Son père le rabaissait fréquemment, en faisant des remarques sur son poids, allant jusqu'à le comparer à ses sœurs car il le trouvait efféminé. Sa mère prenait toujours sa défense, ce qui accentuait la fréquence d'humiliation. Non seulement Gacy grandissait dans un foyer difficile, mais il vivait aussi une vie difficile en règle générale. Il est agressé par son voisin et ne le dira à personne, par peur que son père le blâme davantage. Bien que son père soit un sombre idiot à ses yeux, Gacy éprouvait quand même de l'amour envers lui. Mais son père le voyait comme un bon à rien, en surpoids et incapable de faire de grandes choses. En raison de problèmes de santé, Gacy avait été interdit de pratiquer des activités sportives, ce qui causera un surpoids dès son plus jeune âge. En effet, entre 14 et 18 ans, Gacy a fait de fréquents allers-retours à l'hôpital, mais son père était persuadé qu'il simulait. En 1960, à sa majorité, Gacy s'intéresse à la politique. Il s'engage alors activement et devient capitaine adjoint de circonscription pour un candidat du Parti démocrate local. Vous commencez à connaître son père, il trouve encore un moyen de l'humilier en le qualifiant de bouc émissaire. Plus tard, son père va lui offrir une voiture, car il considérait qu'il devenait un homme. La voiture appartenait certes à Gacy, mais son père décide quand même de garder la voiture à son nom, afin de lui confisquer les clés au cas où il ne l'écoutait pas. Et cela créera d'énormes disputes. En 1962, Gacy, alors dans la vingtaine, décide de se rebeller. Il prend ses économies, environ $136 de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à $1409. Il prend la voiture et se dirige vers Las Vegas, dans l'espoir que son cousin l'héberge et l'aide à trouver un emploi sur place. Arrivé là-bas, Gacy trouve un travail en tant qu'ambulancier, mais est rapidement muté à la morgue de Palm. Pendant plus de 3 mois, son quotidien était de voir des corps se faire embaumer, porter des cercueils et remplir des formulaires. À force de voir tous les jours des cadavres, Gacy commençait petit à petit à en être attiré sexuellement. Un soir, étant seul au travail, il va ouvrir un cercueil et va commettre des attouchements sur un cadavre d'un jeune adolescent. Cela va le mettre dans un état de choc et il va décider de quitter son travail. Après avoir quitté la morgue de Palm, il décide de reprendre ses études afin d'obtenir un diplôme. Il s'inscrit alors au Northwestern Business College et obtient son diplôme en 1963. On lui propose ensuite un poste de stagiaire chez Nunn Show Company, une enseigne renommée de vêtements pour hommes. Gacy excelle dans son travail, grimpant rapidement les échelons. En 1964, il est transféré à Springfield, où il travaille comme simple vendeur avant de décrocher un poste de chef de département. Plus tard, il va se fiancer avec sa collègue Marlene Myers. Gacy avait vraiment tout réussi. Il venait d'une famille pauvre, d'un père violent et alcoolique, a fui son foyer et a réussi à gravir les échelons dans son travail et à se fiancer. Personne ne pouvait l'arrêter. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait.
Les Jaycees étaient un collectif fondé dans les années 20, qui avait pour but de réunir des hommes âgés de 18 à 40 ans afin de s'entraider mutuellement sur plusieurs aspects. On peut qualifier ça comme une organisation à but non lucratif qui propose des formations par exemple afin d'aider les jeunes à développer leurs compétences pour devenir de vrais leaders, ou encore du bénévolat et des collectes de fonds. Gacy a trouvé l'idée cool et a décidé de rejoindre les Jaycees de sa commune à Springfield. Il était très investi et tout le monde avait du respect pour lui. Il sera même nommé le 3e Jaycees le plus remarquable de l'Illinois, rien que ça. En parallèle, Gacy évolue à une vitesse folle et en 1964, il se marie avec sa fiancée Marlene Myers. Le père de Marlene, un puissant homme d'affaires, achète 3 KFC à Waterloo, dans l'Iowa, et propose une offre à son gendre qu'il ne peut pas refuser. Emménager à Waterloo dans l'ancienne maison des Myers afin de gérer les 3 restaurants. La rémunération serait de l'ordre de 15 000 $ par an, soit 153 000 $ à l'heure actuelle. Non seulement Gacy avait le droit à tous ces avantages, mais aussi à une part des bénéfices des 3 KFC. Le couple accepte et quitte Springfield pour Waterloo. Leur nouvelle vie pouvait commencer. Gacy embauchait principalement des adolescents, femmes comme hommes. Mais il était bizarrement très proche des jeunes hommes. Très souvent, il propose à ses employés de se détendre au bord d'un verre, dans son sous-sol qu'il a aménagé. Il appelait ça le club. Là-bas, il y avait un bar, un billard et des divans pour se reposer. Gacy était relativement un bon patron, mais ses employés vont parfois le trouver très bizarre. Souvent, après avoir bu beaucoup de verre, il propose des avances sexuelles à ses employés, mais se fait souvent recaler. Il prétendait ensuite que c'était des tests, afin de voir si ses employés étaient des personnes sérieuses. En 1966, soit un an après avoir emménagé à Waterloo, la femme de Gacy accouche de leur premier enfant. En apprenant la nouvelle, les parents de Gacy viennent lui rendre visite. Tout le monde était heureux. Son père le prend même à part et lui dira: « Fils, j'avais tort à ton sujet. » Il s'excuse ensuite pour l'enfance difficile qu'il lui a fait subir et le serra fort dans ses bras. Gacy va qualifier cette période de sa vie comme étant parfaite. Malgré l'image limite parfaite des Jaycees, Gacy et certains membres étaient profondément impliqués dans des pratiques assez sombres. Ils consommaient beaucoup de drogue, payaient des services de prostitution, étaient addicts à la vie et pratiquaient l'échangisme. Malgré ça, Gacy sera nommé vice-président des Jaycees de Waterloo parce qu'il y avait une chose qu'on ne pouvait pas lui enlever, c'était qu'il était totalement dévoué à faire évoluer la communauté. En août 1976, Gacy était une superstar auprès de ses confrères Jaycees. Il avait limite des fans. Parmi eux, il y a un jeune homme, âgé de 15 ans, du nom de Donald Voorhees Jr. Il était le fils de Donald Voorhees Sr., un puissant homme politique représentant de l'Iowa. Voyant que Donald Jr. lui portait un grand intérêt, Gacy l'invite chez lui, en lui promettant de regarder un film. Et Donald accepte. Enfin, c'était Gacy, le meilleur des Jaycees. Ils vont regarder le film, et malgré son jeune âge, Gacy va proposer de l'alcool à Donald Jr. La soirée passe, et Donald finit complètement saoul. Gacy profitera de ce moment pour l'agresser sexuellement. Il va se rendre compte que cette soirée lui a procuré énormément de plaisir. Du coup, pendant plusieurs mois, Gacy va commettre énormément d'abus. Il va mentir ou bien faire du chantage à plusieurs Jaycees afin de profiter d'eux. Il s'en sortait à tous les coups. Mais en mars 1968, Donald Voorhees Jr., le premier ado à avoir été abusé par Gacy, le dénoncera à son père Donald Voorhees Sr., qui je vous rappelle est un homme politique. Il dira que Gacy l'a forcé à pratiquer une sodomie et qu'il avait commis ça sur un tas d'autres jeunes hommes. Donald Voorhees Sr. va alors immédiatement contacter la police et Gacy sera arrêté peu de temps après. C'était la première fois qu'il avait affaire à la police. Sûr de lui, il dira qu'il n'a au grand jamais abusé de qui que ce soit. Il ira même par demander aux policiers de le passer au détecteur de mensonges. Mais la machine, elle ne ment pas. Le test révélera que Gacy a menti. Mais malgré ça, il continue de nier à bloc. Pour sa défense, Gacy dira que cette plainte est purement politique, car Donald Voorhees Sr. était contre la nomination de Gacy en tant que président des Jaycees de l'Iowa. Sa défense était crédible, et plusieurs Jaycees se sont alors mis à le défendre. Mais le 10 mai 1968, Gacy sera inculpé pour ça. 2 mois passent, et le 30 août 1968, Gacy convoque un de ses employés, Russell Schroeder, âgé de 18 ans. Il lui dit qu'il peut se faire 300 $ très rapidement. Il lui suffit simplement d'agresser Donald Voorhees Jr., afin qu'il ne témoigne pas au tribunal. Et Russell va accepter l'offre. Il va attirer Donald Jr. dans un parc et va le tabasser. Voorhees va réussir à s'enfuir et va prévenir la police. Russell Schroeder sera arrêté le lendemain. Le jeune garçon avouera rapidement que c'est Gacy qui l'a envoyé, afin d'intimider Voorhees Jr. en échange de 300 $. Gacy, qui était déjà dans de sales affaires, va être de nouveau accusé de quelque chose, ce qui va potentiellement alourdir sa peine en cas de condamnation. Gacy plaide alors coupable pour les accusations de sodomie, mais continuera de nier le fait qu'il ait agressé qui que ce soit. Pour lui, c'est eux qui ont fait le premier pas par curiosité. Absolument personne n'a cru à son histoire. Gacy sera alors condamné le 3 décembre 1968 à 10 ans d'emprisonnement au pénitencier de l'état d'Anamosa. C'était pour cela qu'il avait été condamné. Marlene Myers, sa femme, demande alors le divorce, la maison du couple, les biens, la garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire. Gacy, l'homme puissant, ami de tous, Jaycees hors pair et entrepreneur à succès, a tout perdu en l'espace de quelques mois.
Gacy était terrorisé à l'idée de finir en prison. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mais contre toute attente, il s'adapte rapidement. Il découvre que la vie en détention n'est pas aussi terrible qu'il l'avait imaginé. Au contraire, il réussit à se faire des amis et développe une réputation de prisonnier modèle. Sa personnalité charismatique va lui être bénéfique. Il va ensuite occuper l'un des postes les plus importants de la prison. Oh, I'm Tom Gacy. I'm from Waterloo, Iowa. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook in the kitchen, and I run the morning meal and the afternoon meal in the kitchen. Cette décision va lui accorder encore plus de pouvoir. Les prisonniers n'avaient pas intérêt à se mettre à dos Gacy, car c'était la main qui nourrissait tout le monde. Sans même user de la force, Gacy avait le contrôle non seulement des 55 prisonniers qui travaillaient avec lui en cuisine, mais aussi de tous les prisonniers en général. Pendant son temps en prison, Gacy continue à faire progresser la communauté Jaycees. L'organisation, qui comptait 50 membres à son arrivée, voit son effectif augmenter à plus de 650. Il propose également des initiatives pour améliorer les conditions de vie en prison, comme l'installation d'un parcours de mini-golf à l'intérieur même de l'établissement. Dans l'espoir d'augmenter ses chances de libération conditionnelle, Gacy va s'inscrire à plus de 16 cours d'études et obtient un nouveau diplôme en 1969. Mais une tragédie le frappe soudainement. Son père va mourir d'une cirrhose et cette nouvelle va rendre malade Gacy. Il apprend la mort de son père bien longtemps après les funérailles, ce qui va le mettre dans une colère noire. Après 18 mois seulement d'incarcération, Gacy obtient une libération conditionnelle, le 18 juin 1970. Il était peut-être libre, mais il avait des règles à respecter. Premièrement, retour à la case départ. Gacy devait déménager à Chicago afin de vivre avec sa mère. Ensuite, il devait respecter un couvre-feu, et il n'avait pas le droit d'ouvrir une société sans l'accord d'un agent de probation. Il retourne alors chez sa mère et recommence sa vie à zéro. Plus d'argent, plus de situation, plus de femmes et plus d'enfants. Il doit trouver un travail, et va donc se tourner vers ce qu'il a toujours aimé faire. La cuisine. Son job était à temps partiel. Il était passé d'avoir tout ce qu'il voulait à avoir à peine de quoi manger. C'était inconcevable pour lui d'avoir une vie lambda. Il avait un ego surdimensionné. Il ne se voyait pas avec un petit job à temps partiel, sans reconnaissance des autres, sans pouvoir, sans femme ni enfant. Il n'a alors qu'un seul objectif, retrouver sa vie d'avant. Il cherche alors à quitter son foyer. Il trouve une petite maison en vente dans un quartier situé au 8213 West Summerdale Avenue à Norwood Park dans l'Illinois. Il se la procure grâce à ses économies et une petite aide financière de la part de sa mère. Cela va marquer un nouveau départ dans sa vie. Le quartier était assez calme, de classe moyenne, avec des voisins assez sympas. Il lui fallait maintenant une femme, des enfants, une situation et la reconnaissance de tout le monde. En août 1971, Gacy va rencontrer Carol Hoff, une ancienne camarade de lycée avec qui il va se fiancer. En parallèle, il va créer sa société de rénovation PDM Contractors. Gacy travaillait le jour comme cuisinier et le soir dans sa société PDM. Au début, c'est simplement des petits contrats de rénovation mineurs, comme des réparation, de la peinture, etc. Il ne gagnait vraiment pas grand chose, mais plus le temps passait, plus PDM grandissait. Il ajoutait petit à petit des contrats plus importants comme la décoration d'intérieur, la construction ou encore l'aménagement paysager. Au milieu de l'année 1973, Gacy voit PDM exploser et il décide de quitter son job de commis pour se concentrer sur son affaire. Il enchaînait les contrats et avait besoin de main-d'œuvre. Il ne pouvait plus travailler seul. Pour ça, il embauchait plein d'adolescents en difficulté, leur offrant une chance de reprendre leur vie en main. Selon lui, le fait de prendre de jeunes adolescents lui permettait de les façonner, afin de leur offrir une bonne base dans la vie adulte et professionnelle. Gacy retrouvait sa vie d'avant, mais il manque quelque chose de très important pour lui, et c'est tout simplement le pouvoir. Lui, c'est Pogo le clown, et c'est en partie grâce à lui que Gacy va gagner en pouvoir. Oui, vous m'avez bien entendu. Un clown. Gacy avait appris l'existence d'un club de clowns nommé le Jolly Joker. Ce collectif se produisait lors d'événements caritatifs. Il s'est alors inscrit et a créé deux personnages, Pogo le clown et Patch le clown. Pogo était un clown assez joyeux, tandis que Patch était comme son alter ego, plus triste et plus sérieux. Très rapidement, Gacy va se faire un nom avec Pogo. Bénévolement, il va jouer dans des soirées politiques, des événements caritatifs ou encore dans des hôpitaux pour rendre visite aux enfants malades. Avec ce rôle de clown, il pouvait fréquenter des grosses têtes de la politique locale, mais aussi nationale. Tout le monde le voyait comme quelqu'un d'altruiste. Il était l'homme qui donnait le sourire aux enfants malades. Ce move, avec le fait qu'il embauchait des adolescents en difficulté, va lui permettre de gagner en popularité. Il sera vu comme un modèle auprès des autres. Il se lie d'amitié alors avec tout son quartier, en proposant plusieurs fois dans l'année des soirées déguisées, ou encore des barbecues dans son jardin.
Il invitait des politiciens, ce qui va le propulser au rang de capitaine de circonscription. Plus le temps passait, plus Gacy avait de plus grosses responsabilités. Par exemple, il va être à la tête du défilé annuel de la journée de constitution polonaise de Chicago, et ça 3 années de suite. Cela va même lui permettre de passer des soirées auprès de personnalités politiques mondiales. Comme sur cette photo où on le voit avec la première dame Rosalind Carter. Gacy était certes redevenu l'homme d'avant, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de pouvoir. Quelques jours après la disparition de Piste, Gacy commençait réellement à en avoir marre d'être constamment suivi par les enquêteurs. Les agents de Des Plaines posaient des questions à tous les proches de Gacy, et ils ont commencé petit à petit à se rendre compte que Gacy était potentiellement dans de sales affaires et l'ont donc abandonné un par un. Il ne se rasait plus, avait mauvaise mine, était anxieux et passait ses journées à boire de l'alcool. C'est assez paradoxal, mais les seuls proches qu'il restait à Gacy étaient les agents qui le suivaient 24 heures sur 24. Le 18 décembre 1978, Gacy s'est rendu au bureau de ses avocats, afin de leur parler des agents de police qui enquêtaient à tort sur lui. Gacy voulait préparer une poursuite civile de 750 000 $ contre les agents de Des Plaines parce que selon lui, cela commençait à faire une pression morale et ça impactait clairement ses affaires et ses relations sociales. Les avocats de Gacy s'activent et préparent une attaque. Il se disait que c'était impossible que Gacy soit lié à une affaire de disparition. Ils le connaissaient trop bien, c'était quelqu'un de respectable et ils n'ont aucun doute, les policiers enquêtent à tort sur Gacy. Au même moment, les enquêteurs ont commencé à enquêter sur les objets plus que suspects que Gacy avait chez lui. Un objet en particulier va retenir leur attention. La mère de John Sick, un des ados qui avait disparu, avait une petite télé de marque Motorola, mais cette dernière avait disparu en même temps que son fils. L'officier Robinson et l'officier Schultz, les deux agents qui surveillaient Gacy de midi à minuit, s'étaient rappelé que lors de la première perquisition chez lui, il y avait une petite télé de marque similaire, et qu'elle pourrait appartenir à John Sick. Il fallait donc qu'ils trouvent un moyen de récupérer le numéro de série, pour savoir si cette télé appartient bel et bien à John Sick. Pour ce faire, les deux officiers vont élaborer un plan. Ils doivent convaincre Gacy de les inviter à boire chez lui. En réalité, on pourrait se dire que c'est peine perdue. Mais pas vraiment. En effet, ce n'était pas si difficile que ça. Je vous rappelle qu'à cause de l'enquête, Gacy n'avait plus du tout d'amis. Du coup, il se retournait vers ses seuls proches, les agents de police, et il les invitait souvent chez lui. Le 19 décembre 1978, l'officier Robinson et l'officier Schultz sont invités à boire un verre chez Gacy. Ils entrent chez lui et le plan peut commencer. L'officier Bob Schultz a demandé à Gacy s'il pouvait emprunter ses toilettes. Il se dirige alors vers la deuxième partie de la maison où se trouve la salle de bain et la chambre de Gacy. L'officier Robinson avait pour but de faire diversion en parlant à Gacy, afin qu'il ne se doute de rien pendant que son collègue fouille la chambre. Bob se dirige vers les toilettes, mais au dernier moment, il entre dans la chambre de Gacy. La fouille pouvait commencer. Il cherche désespérément la petite télé Motorola, mais rien du tout. Aucune trace de cette dernière. Il est donc sorti de la chambre et parti aux toilettes, a tiré la chasse d'eau, mais en se lavant les mains, le système d'aération s'est mis en marche. Au début, rien de suspect, mais plusieurs secondes plus tard, l'officier Bob Schultz commence à sentir une odeur bizarre, une odeur qui lui est familière. Il pouvait la reconnaître parmi une centaine, il en est certain. L'odeur qu'il est actuellement en train de sentir, c'est l'odeur de la décomposition humaine. Il sort des toilettes, continue la soirée avec Gacy et son collègue. La soirée se termine et en sortant, Bob Schultz va faire part à son collègue qu'il a senti une immonde odeur de décomposition. Ils vont alors le signaler au commissariat et vont convoquer David Cram, l'un des deux bras de Gacy. David arrive, il ne sait pas ce qui se passe, mais les agents voulaient l'interroger, afin de savoir s'il avait été témoin de choses suspectes à propos de Gacy. Greg Bedo, procureur du comté de Cook, pose une question à David Cram. « Avez-vous déjà vu Gacy perdre son sang-froid ou quelque chose du genre ?»« Ouais, bien sûr. Une fois, j'ai été envoyé dans son vide sanitaire. Il voulait que je creuse des trous pour accueillir des tuyaux de drainage. Et au lieu de creuser en ligne droite, j'ai creusé en diagonale. Gacy est descendu et à la seconde où il a vu ma faute, il s'est mis dans une colère noire et a commencé à m'insulter. Quelle était la dimension de ces trous? Je dirais environ 180 cm. 180 cm. La taille d'un corps, l'odeur immonde qui émane de la grille d'aération, la télé Motorola, il y a beaucoup trop de coïncidences. Pour les agents de Des Plaines, des corps sont enterrés dans cette maison. Les policiers, alors proches de la vérité, demandent un deuxième mandat de perquisition. Mais ce n'est pas si facile que ça. Le procureur va refuser. Il va dire qu'il n'y a pas assez de preuves. Faire 2 perquisitions dans la même maison nécessitait un dossier en béton. Il fallait des preuves supplémentaires ou bien des aveux pour prétendre à un nouveau mandat. Mais coup de chance, une nouvelle information concernant une preuve va émerger. Plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné un reçu bancaire de développement photo venant de Nissan Pharmacy. Les policiers avaient contacté des collègues de Robert Piste qui travaillaient dans la pharmacie afin de savoir d'où provenait ce reçu. Et les policiers vont avoir une information qui va les rapprocher petit à petit vers la vérité. Kim Byers-Lund, une collègue et amie très proche de Robert Piste, dira qu'elle reconnaît clairement ce reçu. Il y a même son nom dessus.
Le jour de la disparition, Kim a déposé une pellicule photo à développer, et elle dira aux policiers qu'elle a d'abord jeté le reçu à la poubelle, mais pour une raison qu'elle ne saurait expliquer, elle a décidé de le reprendre et de le mettre dans sa poche. Vous allez me dire, mais comment ce reçu a-t-il fait pour finir dans la poubelle de Gacy, vu qu'elle n'a jamais mis les pieds dans sa maison? Eh bien, la poche dans laquelle Kim a mis ce reçu était en fait celle de la veste de Robert Pist qu'elle lui avait empruntée. Elle lui avait rendu sa veste quelques secondes avant que Robert quitte la pharmacie, afin de parler à Gacy. Cela prouve clairement que Robert a mis les pieds chez lui. À partir de là, le procureur ne peut plus rien dire, et un deuxième mandat de perquisition est demandé. Le 20 décembre dans la soirée, Gacy rejoint son avocat Sam Amiranti, afin de voir où en est l'attaque en justice contre la police de Des Plaines. Les deux hommes se posent, et Sam Amiranti prend un exemplaire du journal Daily Herald avec la photo de Robert Pist, et demande à Gacy si les agents de police ont raison d'enquêter sur lui, et s'il est lié à la disparition de ce garçon. Gacy va nier. Il va dire qu'il n'est pas du tout lié à cette disparition, et que les policiers de Des Plaines étaient complètement à côté de la plaque. Sam avait appris entre-temps que Gacy avait été condamné quelques années auparavant à 10 ans de prison pour sodomie. Il va crier et va dire « Un enfant a disparu, et la police est sûre que vous êtes lié à sa disparition. Dites-moi la vérité. » Gacy va le regarder d'un air neutre et va lui dire « Servez-moi à boire. » Sam Amiranti va alors servir un verre de whisky à Gacy, qu'il va boire cul sec. Il va prendre le journal, pointer du doigt la photo de Robert Pist, et va dire « Sam, ce garçon-là, il est mort. J'ai été le juge, le jury et le bourreau de beaucoup de gens. Je vais tout vous raconter. » Le soir du 2 janvier 1972, Timothy McCoy, un adolescent de 16 ans, s'est retrouvé à la gare routière Greyhound à Chicago. Il était en route pour rejoindre son père qui vivait à Omaha, dans le Nebraska. Mais malheureusement, son bus n'allait pas arriver avant demain midi. Timothy voyait une voiture noire, modèle Oldsmobile, qui tournait autour de la gare. Il trouvait ça bizarre et se dit que c'est sûrement une voiture de police en civil. En tout cas, elle y ressemblait grandement. Le conducteur se dirige vers Timothy et s'arrête. Il baisse la vitre et lui dit « Tu attends ton bus ? Oui, mais il n'arrive pas avant demain midi. Ah, je vois. Tu veux aller faire un tour ? Je te fais visiter le coin. » Timothy accepte l'invitation et monte dans la voiture de cet inconnu. Sur la route, les deux hommes discutent et font connaissance. Le feeling passe bien, et l'homme propose alors à Timothy de dormir chez lui, vu qu'il faisait nuit, et il pouvait le déposer en voiture le lendemain matin afin de prendre son bus. Il fait nuit, il fait froid, et l'homme paraît sympa. Au fait, c'est quoi ton nom ? Ah, moi c'est Gacy. John Wayne Gacy. Arrivé chez Gacy, les deux hommes mangent un bout, passent la soirée ensemble, sans aucun souci. Le lendemain matin, Gacy se réveille et voit Timothy debout avec un couteau à la main, au niveau de la porte. Timothy se dirige vers Gacy et le blesse à l'avant-bras à l'aide du couteau. Gacy, dans la panique, le frappe, et les deux hommes se battent violemment. Timothy tombe par terre, Gacy récupère le couteau et le poignarde 5 fois au niveau de la poitrine. Timothy était là, gisant sur le sol, se vidant de son sang. Gacy ne savait pas quoi faire. Appeler la police, se débarrasser du corps, il va finir par aller dans son vide sanitaire, creuser un trou et enterrer le cadavre. Timothy McCoy était la première victime de Gacy et il ne sera sûrement pas la dernière. Ce jour-là, Gacy était seul chez lui. Et Carol n'était pas à la maison. Elle rentre le lendemain avec ses enfants et vit sa vie tranquillement, sans savoir que son mari a assassiné un jeune homme et l'a enterré dans leur vide sanitaire. Plus le temps passait, plus Gacy était distant avec sa femme. Il invitait souvent des garçons dans son garage qu'il avait aménagé, et il lui disait qu'il passait juste du bon temps, à boire des verres. Carol était persuadée qu'il avait des relations avec des hommes, et elle lui faisait plein de reproches. Gacy s'est alors dit « Elle m'accuse de tout ça, alors autant le faire ». Au début, ce n'était que de simples soirées alcoolisées, mais Gacy avait gardé ce qui s'était passé avec Timothy dans un coin de sa tête. Cette espèce de plaisir qu'il a ressenti au moment de poignarder cet ado. Il voulait le ressentir à nouveau. En janvier 1974, soit 2 ans après le premier meurtre, Gacy a de nouveau tué. Il a attiré un ado chez lui, l'a étranglé et l'a placé dans son placard pendant plusieurs jours. Le corps sécrétait énormément de liquide et a fini par tacher la moquette de Gacy. Il décide alors de l'enterrer dans son vide sanitaire comme Timothy McCoy. Il l'avait refait. Cette sensation était encore plus forte que la précédente. Gacy commençait petit à petit à entrer dans une addiction à la violence. La troisième victime de Gacy était John Butkovich, un de ses employés. Du jour au lendemain, Butkovich avait disparu. Il ne venait plus au travail et beaucoup d'employés de Gacy demandaient après lui. Gacy disait simplement que Butkovich avait démissionné. Les employés ne se doutaient de rien, parce que des ados qui démissionnent sans raison valable, c'était assez courant. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'était que John Butkovich n'avait pas quitté son travail. Il était là, tout près d'eux. Tous les jours, depuis le début, enterré sous le garage de Gacy. En effet, le soir du 31 juillet 1975, Butkovich est venu voir Gacy pour lui réclamer un salaire impayé.
Selon Gacy, Butkovich s'était mis dans une colère incontrôlable et a commencé à hausser le ton, en menaçant Gacy de démissionner. Gacy éprouvait énormément de sentiments pour Butkovich, et apprendre qu'il voulait partir était inadmissible. Il y avait des menottes sur son bar et sans réfléchir, il s'est jeté dessus. Gacy a de nouveau commis un meurtre. Il a menotté Butkovich, a placé une corde autour de son cou et l'a serré petit à petit. Il est parti dormir et à son réveil, Butkovich était étendu sur le sol, sans vie. Il avait une mort lente par asphyxie, pendant que Gacy dormait paisiblement. Il a alors creusé un grand trou dans son garage cette fois-ci, a jeté le corps de Butkovich et a fait couler une dalle de béton. Pour tous les crimes qu'il commettait, Gacy arrivait à s'en sortir. Il voyait que ça lui procurait énormément de plaisir, mais qu'il ne se faisait jamais attraper. Du coup, il décide de continuer. Carol Hoff n'en pouvait plus de voir que Gacy ramenait des garçons dans son garage. Elle ne savait pas qu'il commettait des meurtres, car elle n'était jamais là quand il les faisait. Elle finit par demander le divorce en 1975, et le couple se sépare en février 1976 pour tromperie. Carol Hoff va déménager et laisser Gacy seul dans cette maison. Il était comme libre, dans cette maison rien qu'à lui. Il n'avait pas besoin d'attendre pour tuer. Chaque soir, il va alors patrouiller dans le Washington Square Park, un endroit où les homosexuels se rendent souvent. Il cherche des jeunes hommes assez frêles, qu'il pouvait contrôler sans souci. Il les appelait les innocents. Gacy avait plusieurs modes opératoires afin d'attirer les jeunes hommes chez lui. Premièrement, il avait une voiture noire qui ressemblait énormément à une voiture de police banalisée. Gacy avait ajouté quelque chose à cette voiture qui la rendait vraiment crédible. Un petit gyrophare de police. Pour être encore plus crédible, Gacy avait une 50aine d'insignes de police et une veste en cuir noir. Le deuxième était qu'il proposait des jobs chez PDM à des adolescents en difficulté. Cette technique marchait souvent. Et enfin, il proposait de la drogue gratuite à ces jeunes hommes ou gagnait leur confiance tout simplement. Beaucoup de ses victimes étaient selon lui des prostituées hommes, donc ce n'était pas très difficile de les convaincre d'aller chez lui. Une fois dans sa maison, Gacy prétextait quelque chose pour enfiler les menottes à ses victimes. Il y avait par exemple le tour de magie. Il prenait des menottes, se les enfilait et à l'aide d'une petite clé cachée, réussissait à les retirer. Il dit ensuite à ses victimes qu'il peut leur montrer comment faire ce tour de magie, qui était assez impressionnant. Il leur enfilait donc les menottes et sans le savoir, ils étaient déjà morts. Pendant plus de 2 ans, Gacy tuera un nombre fou d'adolescents, principalement par étranglement. Il lui arrivait même de faire des doubles meurtres en une seule nuit. Darrell Julius Sampson, 18 ans, le 6 avril 1976. Randall Wayne Refett, 15 ans, le 14 mai 1976. Samuel Stapleton, 14 ans, le 14 mai 1976. Michael Laurent Bonin, 17 ans, 3 juin 1976. William Way Carroll, 16 ans, 13 juin 1976. James Byron Atkinson, 16 ans, le 5 août 76. Rick Louis Johnston, 17 ans, 6 août 76. Kenneth Ray Parker, 16 ans, 24 octobre 76. Michael Marino, 14 ans, 24 octobre 76, le même jour. William George Bundy, 19 ans, 26 octobre 76. Francis Wayne Alexandre, 21 ans, 1er décembre 76. Gregory John Godzik, 17 ans, 12 décembre 76. John Zick, 19 ans, 20 janvier 77. John Steven Prestige, 20 ans, 15 mars 77. Matthew Walter Bowman, 19 ans, 5 juillet 77. Robert Edward Gilroy, 18 ans, 15 septembre 77. John Maury, 19 ans, 25 septembre 77. Russell Nelson, 21 ans, 17 octobre 77. Robert David Winch, 16 ans, 10 octobre 77. Tommy Joe Bowling, 18 novembre 77. David Paul Talsman, 9 septembre 77. William Kindred, 19 ans, 16 février 1978. Timothy O'Rourke, 20 ans, entre le 16 et le 23 juin 78. Franklin Diggin, 4 novembre 78. James Mazzara, 20 ans, 24 novembre 78. Et enfin, Robert Jérôme Piste, 15 ans, le 11 décembre 1978. Voici ce qui s'est passé cette nuit-là en sortant de la pharmacie. Gacy était sorti de Nisson, il s'apprêtait à rentrer chez lui quand Robert Piste l'a interpellé. « J'ai entendu dire que vous offriez des jobs dans votre société. » Oui, c'est exact, mais je suis un peu pressé là. Si tu veux, nous pouvons en parler dans ma voiture. Robert Piste accepte et monte dans la voiture de Gacy. Ils arrivent chez lui et Gacy propose alors à Piste de parler plus en détail de l'offre d'emploi dans sa maison. Ils entrent, mais malheureusement, Robert ne sortira jamais vivant de cette maison. Gacy s'est jeté sur Robert et l'a menotté. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est alors mis à pleurer de peur. Comme pour beaucoup de ses victimes, Gacy va tourner une corde autour de son cou. Il va faire un nœud, placer un bâton de marteau et va tourner. Tourner encore et encore. De plus en plus, Robert Piste suffoquait, quand soudain... Il répond au téléphone, mais à son retour, Robert Piste n'était plus de ce monde. Il est mort d'asphyxie. Gacy, fier de lui, part dormir en laissant la corde autour du cou de Robert Piste. Le lendemain, on toque à sa porte. Il ouvre et c'était les 3 agents de Des Plaines. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient en fait face au meurtrier de Robert Piste et de 32 autres adolescents. Robert était encore dans la maison, mais les agents n'ont rien remarqué. Gacy avait dit aux policiers qu'il ne pouvait pas venir au commissariat parce qu'il avait perdu un proche. Mais en fait, c'était pour se débarrasser du corps de Robert Piste. C'est à ce moment-là que Gacy va quitter sa maison en mettant le corps de Piste dans son coffre. Gacy va se débarrasser du corps de Robert Piste à la rivière
de Des Plaines, comme plusieurs de ses victimes. Une fois fait, il remonte dans sa voiture et prend la route. Il y avait beaucoup de neige et il commençait à faire nuit. Il perd le contrôle de son véhicule et finit embourbé. Un policier qui a vu l'accident est alors venu pour voir si tout allait bien. Il appelle donc une dépanneuse afin de débloquer la voiture de Gacy. Et c'est là qu'en plein milieu de la nuit, à 3h du matin, Gacy s'est rendu au poste de police couvert de boue. Au total, Gacy aura assassiné 33 jeunes adolescents, dont la majorité a été enterrée sous sa maison. Sam Amiranti, l'avocat de Gacy, était dans un état de choc. Il n'en revenait pas. Son client John Wayne Gacy était en fait un tueur en série. Après plusieurs heures, Gacy va s'endormir sur la table, à cause des effets de l'alcool. Les deux agents de Des Plaines qui s'occupaient de surveiller Gacy étaient en bas du bâtiment. Sam Amiranti et un autre avocat de Gacy vont alors dire aux agents de police « Ne laissez en aucun cas Gacy s'échapper. S'il tente une fuite, tirez. Vous ne devez pas le laisser s'enfuir. » Les agents de police étaient très confus. Ils ne savaient pas quoi penser de cette discussion. Ils vont dire alors que se passe-t-il? Sam Amiranti va répondre « Je ne peux rien dire, mais ne le laissez pas s'enfuir. » Les heures défilent et Gacy finit par se réveiller à 6h du matin avec une gueule de bois. Sam était encore là, assis, et Gacy va dire « Qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'y aille, j'ai du travail. Des rendez-vous. John, vous nous avez tout raconté. Vous nous avez tout dit. Je ne veux pas en parler, Sam. J'ai une journée chargée. Au revoir. » Gacy va sortir du bâtiment en vitesse et ne va même pas dire bonjour aux agents de police, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il va monter dans la voiture et va s'enfuir. Malgré la neige et la limitation de vitesse, Gacy fonce à 100 km/h sans s'arrêter. Les policiers avaient beaucoup de mal à le suivre et le perdaient souvent. Ils finissent par le retrouver dans une station-service en train de mettre de l'essence. En voyant les policiers, Gacy, sous la panique, sort un sachet de marijuana et le donne à un adolescent qui travaillait là-bas. Il va dire qu'il faut qu'il s'en débarrasse impérativement. Il était dans une panique totale et savait que sa fin était proche. Il est remonté dans sa voiture et s'est rendu au cimetière afin de rendre visite à la tombe de son père. Après ça, il se remet en route et les policiers remarquent qu'en roulant, Gacy avalait beaucoup de comprimés, qui semblaient être du Valium. Ce médicament est très dangereux en grande quantité. Est-ce qu'il tente un suicide? Il fallait que les policiers réagissent, mais ne savaient pas quoi lui reprocher. Le procureur leur dit alors de l'arrêter, pour possession de marijuana. Gacy sera arrêté le 21 décembre 1978 pour possession de drogue, et il était temps pour les agents de savoir ce qu'il cachait. Dans la soirée, peu de temps après l'arrestation, le deuxième mandat de perquisition est accepté, et les agents de Des Plaines peuvent alors fouiller la maison à la recherche de Robert Pist. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont faire une trouvaille qui va marquer l'histoire à jamais. La première chose que les policiers ont faite était d'aller voir dans le vide sanitaire. Gacy avait inondé l'entièreté du sous-sol en débranchant une pompe à eau. Ils savaient que sa fin approchait. Les agents vont alors retirer l'eau et la fouille peut commencer. Il y avait une odeur nauséabonde. Le vide sanitaire était rempli de petits vers. Un des policiers commence à creuser avec une pelle, mais à un moment il cogne quelque chose de très dur. Pour lui, ce n'est qu'un tuyau. Mais en le sortant, le policier va découvrir une omoplate. Je vous rappelle qu'à ce moment de l'enquête, les policiers ne savent pas du tout que Gacy a assassiné une trentaine d'adolescents. Ils ne recherchaient que Robert Pist, qui avait disparu 10 jours plus tôt. Un corps ne se décompose pas en 10 jours. Celui-là était très avancé. Les policiers vont continuer les fouilles et vont découvrir d'autres ossements. Un deuxième squelette, un troisième, un quatrième. Ça n'en finissait pas. Un des policiers va alors dire à ses collègues « Je crois qu'on a un sous-sol plein d'enfants ici. » Gacy était pendant ce temps-là au commissariat. Un des agents de police de Des Plaines va le confronter. Gacy va lui dire « Je suppose que vous êtes allé dans le vide sanitaire. » « Oui, John, on y est allé. »« Vous savez, Mike, je ne vais pas passer un seul jour en prison pour ça. Croyez-moi. » Ensuite, Sam Amiranti, son avocat, est venu le voir. Gacy va lui dire qu'il voulait tout raconter aux policiers, mais Sam Amiranti lui a ordonné de se taire. Gacy n'en faisait qu'à sa tête. Il voulait avoir le contrôle de la situation. Il va parler aux agents que ça plaise ou non à ses avocats. Il s'est alors retrouvé avec une dizaine d'agents de police pour leur raconter ce qui s'était passé. Il prend ensuite une feuille et un stylo pour dessiner un plan de sa maison. Il montre où est-ce qu'il a enterré les corps un par un. Et ça pendant toute la nuit. Pendant ce temps-là, chez Gacy, les policiers de Des Plaines n'en revenaient pas. Ce vide sanitaire était littéralement une hécatombe. Ils avaient du mal à travailler parce que le vide sanitaire était assez étroit. Ils ont donc décidé de détruire l'entièreté du sol de la maison afin d'avoir plus de place pour trouver les cadavres. Les policiers ont désossé la maison. Cuisine, garage, chambre, toute la maison avait été détruite. L'affaire a rapidement été médiatisée et une vague de journalistes s'est ruée devant chez Gacy pour couvrir l'événement. Plusieurs voisins sont venus voir les policiers, demandant s'ils étaient sûrs que Gacy était derrière tout ça. C'était le meilleur des voisins. He was a very good neighbor, and we socialized with him. Carol Samankowitz was once Gacy's housekeeper and had a couple of dates with him. You didn't expect it from him. He was a nice guy.
Des familles d'adolescents disparus aussi sont venues pour voir s'ils pouvaient potentiellement retrouver leur fils, leur frère, leur petit copain. 4 mètres de profondeur, c'est ce que faisait la fosse. Au total, 29 corps furent retrouvés sous la maison de Gacy, et la majorité était dans un état de squelette. Dans les années 70, la seule manière d'identifier un corps était l'examination dentaire. En effet, les recherches ADN ne sont apparues qu'en 1984, soit 6 ans après les découvertes. Les agents étaient venus chercher pistes, mais sont finalement tombés sur une vingtaine de cadavres. Les corps étaient là depuis plusieurs années pour la plupart, et Piste était introuvable. Gacy va donc dire aux agents de police qu'une partie des victimes dont Robert Piste avait été jetée dans la rivière de Des Plaines. Le problème, c'est qu'on est dans une période de blizzard, et les lacs sont très froids. Dans ces circonstances, le corps ne se gonfle pas de gaz et coule au fond de l'eau. Il fallait attendre plusieurs mois pour potentiellement voir des corps refaire surface, et c'est ce qui s'est passé. En avril 1979, la période de blizzard était finie, et comme prévu, un corps refait surface. Après analyse, les agents se sont rendus compte que c'était bel et bien le corps de Rob Piste. That's when they also plan to resume dragging this river, where they found 2 bodies so far and expect to find 3 more. Jim Cummins, NBC News, Norwood Park, Illinois. In Chicago, the John Gacy mass murder trial is nearing an end. Norma Quarles has details. John Wayne Gacy, it's time for you to die! Gacy était coupable de tous les meurtres, tout le monde le savait. Enfin, sauf lui apparemment. En effet, les avocats de Gacy ont choisi de plaider la folie, une stratégie courante aux États-Unis pour éviter la peine de mort. Il a été transféré au Menard Correctional Center, une prison de haute sécurité en Illinois, pour passer des tests psychiatriques approfondis avec plusieurs médecins, totalisant plus de 300 heures d'examen. Au cours des évaluations, Gacy a prétendu souffrir de troubles de la personnalité multiple, affirmant que 4 entités distinctes résidaient en lui. Selon lui, ces entités étaient Gacy l'entrepreneur, Gacy le politicien, Gacy le clown et le policier Jack Hanley, surnommé Bad Jack. Gacy a attribué à Bad Jack la responsabilité de tous les meurtres. Selon lui, Bad Jack était un policier corrompu, homophobe, violent, et c'est pour ça qu'il s'en est pris à de jeunes adolescents. Sam Amiranti a alors choisi de plaider Gacy non coupable en raison de sa prétendue folie. Cependant, des preuves ont émergé, montrant que Gacy avait tout planifié. Lors de la perquisition de la maison, un livre de droit a été découvert, avec un marque-page à la section « Comment plaider la folie ». Bien que 3 médecins aient diagnostiqué des troubles mentaux chez Gacy, les juges ont estimé qu'il était sain d'esprit, en raison de sa méticulosité dans la dissimulation des corps. Michael Rossi et David Cram ont attesté que Gacy les envoyait souvent creuser des trous dans le vide sanitaire et répandre de la chaux vive, sûrement dans le but d'accélérer la décomposition des cadavres. Le rapport d'autopsie a révélé des méthodes brutales de meurtre, démentant les affirmations de la défense selon lesquelles les décès étaient accidentels. Ouais, ils ont osé. Les dires de Gacy n'avaient aucun sens et étaient remplis d'incohérences. La défense a lutté pour éviter la peine de mort, mais après plus d'un mois de procès, les témoignages des survivants et le verdict implacable, Gacy a été condamné à la peine capitale par injection létale. En attendant son exécution, il a développé un intérêt pour la peinture, créant de nombreuses œuvres qui ont été exposées et vendues aux enchères. Parallèlement, il a étudié le droit pour tenter de trouver des failles dans sa condamnation, remettant en cause la fiabilité de ses avocats, affirmant qu'il avait bénéficié d'un conseil juridique inefficace. A lot of things that my dad did, I refuse to do because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to a child, you're accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. I mean. Well, anybody that knows, you see, first of all, you're basing this garbage on what you've heard of me. Gacy se verra constamment refuser une réduction de peine, et la Cour suprême fixe alors une date d'exécution officielle le 10 mai 1994. Le 9 mai 1994, soit la veille de l'exécution, Gacy rejoint le centre correctionnel de Stateville. Pour son dernier repas, il demande un seau de KFC, des frites, des crevettes, des fraises et un coca. Il avait le droit de partager ce repas avec sa famille. Devant la prison, une foule de plus de 1000 personnes s'est réunie pour manifester, une partie étant pour l'exécution et une autre contre. C'était enfin l'heure pour Gacy de quitter ce monde. Il rejoint la salle d'exécution en attendant sagement sa mort. La procédure va durer 18 minutes, et les derniers mots de Gacy seront « Allez vous faire foutre ». I have a lot of things that I've forgotten that I can't remember. For instance, I can go back to my childhood and stuff and I still remember that, but yet I can go into the 70s and there are a lot of things I can't remember. The same thing with the victims. I've looked at all of, I don't know if you notice here, we got pictures of every one of the victims here. And believe it or not, for the last 12 years, I've studied these photos of the victims. And there is no, we have a shot of all of the victims together here. And
when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. And we've gone over this more than once. They're just names and faces. And when you look at them, the thing of it is, we took it a step further. We went into their backgrounds. I wanted to know where they were at, what schools they attended, who they hung out with, and what kind of activities they were into. And that's what we dug up on each one of the victims. But still, there is no association. None of them never worked for me. None of them, they never went to any places that I ever hung around, because I didn't hang around that many places unless you were involved in politics or if you were involved in clowning, then I might have ran into you. But there's no way I could have run into any of them. Gacy avait-il des complices? C'est une question qui peut paraître absurde ou bien folle, mais pas vraiment. Dans l'affaire de Gacy, il y a plusieurs détails troublants sur l'application de potentiels complices. Premièrement, Jeffrey Rignall était un jeune qui avait été agressé par Gacy dans sa maison, mais qui avait été relâché par ce dernier dans un parc avec le visage brûlé. Jeffrey Rignall était conscient lors de son agression, et il affirmait qu'il a vu de la lumière s'allumer dans une pièce voisine, et qu'ensuite, un jeune homme aux cheveux bruns avait assisté à son agression, mais qu'il n'avait pas réussi à mettre un visage dessus. Deuxièmement, lorsque les agents de Des Plaines suivaient partout Gacy, ils se sont rendus compte qu'un jour, il était très nerveux, et avait donné un rendez-vous dans un bar à Michael Rossi, son bras droit, et Ed Hefner, un employé PDM. Gacy avait l'air énervé, et il aurait dit « Vous feriez mieux de ne pas me laisser tomber, connard, vous me le devez ». Et Michael Rossi aurait répondu « Et quoi ? On sera enterré comme les autres ?» Ce genre de discussion énigmatique, Gacy en avait souvent avec ses employés. En parlant de ces derniers, Gacy avait plusieurs bras droits. Vous connaissez Michael Rossi, David Cram, mais il y avait aussi Philippe Pasquet, qui était étonnamment très proche de John David Norman. Pour ceux qui ne savent pas qui est cet homme, c'est la personne à la tête du projet Delta, l'un des plus gros réseaux pédophiles de l'histoire des États-Unis. Le groupe était constitué de plusieurs milliers de membres. L'adhésion était de $15, plus $3 supplémentaires pour un abonnement photo et vidéo pédophile. Les clients faisaient leur choix, et John David Norman se chargeait de livrer les enfants. Il était surnommé le pédophile. Lors de son arrestation, Gacy a affirmé ne pas avoir agi seul, ce qui est extrêmement probable quand on sait qu'au même moment, John David Norman avait emménagé à Chicago, ville dans laquelle vivait Gacy. Lors de son interrogatoire, Gacy va aussi dire que beaucoup de gens avaient accès à sa maison, et qu'il se rappelle avoir été directement lié à 5 meurtres, pas plus. Chose d'autant plus bizarre quand on sait que 2 victimes que Gacy avait assassinées avaient été vues pour la dernière fois près du domicile de John David Norman. Autre fait troublant, Gacy avait quitté Chicago lors de plusieurs meurtres et il a fallu attendre 2012 pour avoir la confirmation que 3 adolescents avaient été assassinés à Chicago, alors que Gacy était dans un autre état, ce qui met un doute sur le fait que Gacy ait agi seul. Il y a certes beaucoup de coïncidences, mais les allusions de Gacy peuvent également être considérées avec sceptisme. Gacy était un grand menteur, il changeait beaucoup de versions pour semer le doute et le trouble dans l'enquête. Officiellement, Gacy assassinait 33 adolescents, mais les enquêteurs pensent qu'il y en avait plus de 45. Aujourd'hui, nous ne savons pas avec certitude si Gacy avait des complices, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait énormément de coïncidences très troublantes. Cette affaire reste jusqu'aujourd'hui un mystère qui a fait trembler la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je me suis donné comme objectif d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Merci infiniment à ceux qui me soutiennent dans ce défi, vous êtes vraiment les meilleurs. Je lis absolument tous vos commentaires et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que mon travail plaît. Merci encore à CyberGuzzVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller profiter de l'offre dans la description, 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits. Tout ça pour être safe en ligne et jusqu'à 7 appareils connectés en simultané. Accéder à des contenus exclusifs et être totalement incognito sur internet. Et bien sûr, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc pourquoi pas essayer. Toutes les informations sont en description. Si vous kiffez l'horreur, voici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Sur ce, c'était Menko. Et n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?